J'avais déjà fait des courses, assez mythiques puis assez longues et assez dures. J'avais déjà fait l'UTMB, j'avais déjà fait la Diagonale des Fous, mais ça s'était pas très, très bien passé parce que j'étais un petit peu trop, fraîche, enfin pas fraîche, mais j'avais pas encore assez d'expérience pour bien vivre ces courses. Donc c'était, un sacré pari de s'inscrire à cette course-là en n'ayant déjà pas trop la maîtrise du format 100 miles, en fait, quoi. Donc ça allait être vraiment une première de réussir à performer sur un format, finalement très, très sur le très, très long. J'avais jamais fait de course aussi longue. Enfin, pour l'instant, la course la plus longue que j'avais faite, c'était la Diag où j'avais mis 48 heures, donc j'avais passé 2 nuits dehors. Mais là, je savais que je partais pour 3 ou 4 nuits et je savais pas du tout comment gérer le sommeil. Je savais pas s'il fallait que je fasse des siestes tout le temps ou que je continue jusqu'à ce que je tombe d'épuisement. J'avais aucune idée de comment gérer, mais bon. J'essayais de pas trop me poser de questions et je me disais que j'allais bien voir comment ça allait se goupiller. Donc j'arrive dans le village, j'arrive au lac, toujours pas de base de vie et tout. Puis après je continue à suivre les fanions et là les fanions en fait ils mènent directement dans la forêt. Enfin on quitte le village quoi et je me dis: «Mais c'est pas possible là, je retourne dans la montagne, normalement la base de vie elle aurait dû être là». Donc je perds un temps pas possible, en plus un vrai zombie en plus bon. Donc je reviens en arrière, je cherche partout, je vois rien qui ressemble à une base de vie. Enfin j'étais vraiment persuadée d'avoir raté cette base de vie. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Claire Banwart, l'une des figures de l'ultra-trail français, qui course après course marque de son empreinte la discipline, elle qui a couru son premier trail en août 2017 seulement. Claire a réussi déjà un premier exploit notable de parvenir à courir 9 courses officielles en 2020, nous sommes peu à pouvoir en dire autant. Elle s'est également tout récemment illustrée lors de la Transgrande Canaria 360, signant une magnifique 11e place au scratch et première place femme, avec, tenez-vous bien, 10 heures d'avance sur la deuxième féminine de l'épreuve. Vous l'aurez compris, Claire est un véritable phénomène dont nous allons beaucoup entendre parler à l'avenir. Elle va nous embarquer aujourd'hui pour notre plus grand bonheur sur les sentiers de la Swiss Peaks, une course de plus de 300 km particulièrement exigeante qui multiplie les ascensions et les descentes à perte de vue. Un défi absolument colossal auquel elle s'est frottée avec une immense détermination en septembre dernier. Mais je ne vous en dis pas plus, Claire va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique. Course épique. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Claire, je suis ravi de te recevoir dans ce 30e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, je vais très bien, écoute, il fait beau dehors, je viens de boire un café, là, je suis au taquet pour discuter de cette course épique. C'est le bonheur, je suis ravi de te recevoir en tout cas. Claire, est-ce que tu pourrais nous parler plus particulièrement de toi avant de parler de la dimension sportive de ton parcours ? Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Oui, alors moi je suis Claire Banwart, j'ai 32 ans, je suis mariée, je travaille à Bâle dans une compagnie d'assurance suisse en tant qu'actuaire. Enfin, en gros, je tarifie les contrats d'assurance pour éviter que la boîte coule. Et je vis par contre en France. Enfin, j'habite en France à Huningue, un petit village, voilà, qui est juste à la frontière avec la Suisse et l'Allemagne. Et à mes heures perdues, quand je ne travaille pas, je cours ou je fais du sport. De nombreuses heures perdues, j'imagine, vu le volume de course. Oui, ça, c'est ouais, oui. Je cours beaucoup trop, certains diront, mais bon. Justement, puisqu'on a embrayé un petit peu sur le sport, est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans ta vie quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant ou ado ? Est-ce que le sport était déjà très présent ou est-ce que c'est venu plus tardivement ? Oui, alors le sport était déjà très présent. Étonnamment, ce n'était pas la course à pied. J'ai commencé par faire de l'escrime en fait.
J'ai découvert ce sport à la maternelle puisqu'il y avait des petites initiations. Enfin bon, en gros, on avait des épées en mousse et on se tapait dessus. C'est Ça mieux, nous ceci dit, que des occupait. vraies épées en maternelle. Voilà, c'est ça. Mais voilà, bon, bah, c'est comme ça que j'ai découvert l'escrime. Et en plus, dans ma ville, il y avait un club avec des gens, enfin avec un club assez fort, avec des gens assez forts. Donc en fait, j'ai vite aimé faire l'escrime et j'ai fait de l'escrime en compétition et j'avais plutôt un bon niveau, tel point que j'avais même postulé pour, enfin j'avais un bon niveau national en fait et j'avais postulé pour rentrer en pôle, ce qui est l'équivalent de l'INSEP mais pour les jeunes. Malheureusement, on m'a pas acceptée en pôle parce que, enfin officiellement parce que je n'étais pas assez bonne. Officieusement, c'était plutôt parce que j'avais dit clairement que je voulais faire des études. Et les gens, Il y avait un choix à faire entre les deux, voilà, c'est les ça? gens dans la fédération d'escrime, en gros, ils pensent pas que c'est possible de faire à la fois du sport et des études de haut niveau. Donc bon, bah, heureusement, mes parents m'ont dit: «Non, tu ne sacrifies pas les études, tu feras du sport après» donc du coup, j'ai fait ma prépa à Lyon. Coup de chance pour moi, à Lyon, donc j'étais au lycée du Parc et à 500 mètres du lycée du Parc, il y avait juste une salle d'armes et il s'avère en plus que le club de Lyon, c'est un des meilleurs clubs, de France, en tout cas pour le fleuret féminin qui était le sport que je faisais. Donc je me suis fait en gros mon petit sport études là-haut, en prépa et en continuant à m'entraîner, et à faire de l'escrime. Si bien que l'année de ma spé, bah, je suis partie, j'ai commencé à faire des coupes du monde junior, c'est-à-dire les coupes du monde pour les gens qui ont moins de 20 ans en fait. Et puis comme j'ai bien marché, je suis partie au championnat du monde, junior et j'y ai même fait 13e, donc Ça j'étais porte très chance. contente. Voilà et en plus, comme preuve qu'on peut très bien faire du sport et des études de haut niveau, la même année, je réussissais mes concours et j'avais l'école des mines de Saint-Étienne. C'est pas le top niveau, mais bon, ça reste correct, quoi. Le grand chelem. Et est-ce que tu peux nous dire à quel moment la course à pied a plus spécifiquement fait éruption dans ta vie? Comment est-ce que la bascule s'est opérée? Enfin, je ne sais pas s'il y a eu une bascule de l'un à l'autre, mais en tout cas, à quel moment la course à pied s'est-elle déclarée à toi? Bah, en fait, j'ai commencé la course à pied quand même assez jeune, bah, justement pour l'escrime comme soutien pour avoir la condition physique nécessaire à être bonne en escrime et puis bon aussi parce que mon père allait courir tous les dimanches donc il nous a aussi donné à mon frère et à moi le goût d'aller courir, hein, même si lui, bon, à l'époque, il courait peut-être 10 kilomètres tous les dimanches, mais voilà, on avait quand même des parents sportifs qui couraient et donc j'ai couru, voilà, mais c'était vraiment un sport. Au début, c'était vraiment le sport secondaire, l'escrime, qui occupait quand même pas mal de temps dans ma semaine, mais voilà, en semaine, j'avais des entraînements d'escrime et le week-end ou de temps en temps, bah, je me faisais des petits footings de plus en plus longs. Au fur et à mesure que je grandissais, j'allongeais un peu les durées. Par contre, je suis partie au championnat du monde junior quand j'avais 18 ans. J'ai continué après, je crois jusqu'à 22 ans. J'ai fait, encore un peu du haut niveau, à faire des coupes du monde senior et à rester dans le top 15, français. Par contre, quand j'ai eu fini mes études et que j'ai basculé dans la vie active, là, ça a juste plus été trop possible de continuer à m'entraîner parce que j'avais un métier assez prenant où je sortais super tard et je maîtrisais pas trop les horaires et c'est là où j'ai basculé sur la course à pied où voilà, où j'ai arrêté complètement l'escrime surtout quand je suis rentrée à Paris, quand je devais avoir 24 ans, je crois. Voilà, à partir du moment où je suis rentrée à Paris, bah, l'escrime c'était fini et il fallait trouver un sport de remplacement et en fait la course à pied a complètement, bah, remplacé, l'escrime. De sport de soutien, c'est passé mon sport principal. Parce que voilà, c'était pratique, je pouvais aller courir avant le boulot, je faisais ma journée de travail, je sortais quand je sortais et si j'avais envie, je pouvais continuer à courir en sortant du boulot. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est opérée ton évolution vers les efforts d'ultra-endurance? Est-ce que c'est un choix délibéré, une construction progressive, ou est-ce que c'est plutôt des opportunités qui sont présentées à toi et qui font que tu es allé sur ce type de distance? Alors c'est, complètement par hasard, parce que voilà, j'ai couru jusqu'à j'ai pas enfin j'ai couru vraiment pour le plaisir jusqu'à mes 28 ans, voilà, c'est ça, parce que j'ai commencé le trail et la compète il y a 4 ans. Donc au départ, voilà, c'était vraiment, pour occuper, pour pas passer ma journée assis sur une chaise à bosser devant l'ordinateur. C'était vraiment le sport, plaisir et santé. Bah, un peu par hasard, j'ai fait un 1er marathon où que j'avais couru en 3 heures et quart, donc c'était pas mal
Et surtout, ce qui m'a donné envie de commencer le trail, c'est une amie qui habitait à Grenoble et qui m'a dit qu'il y avait une course l'UT4M, qui était géniale. Et elle me disait, allez, t'es une ouf, tu cours beaucoup, vas-y, fais cette course. Donc il y avait l'UT4M, il y a différents formats, et donc il y a le format 160 km que tu fais tout d'un coup. Donc je me suis dit, oh, ça c'est pour les malades et tout. Et il y avait un format où tu faisais la même chose mais sur 4 jours. Et donc je me suis dit, bon, ça pourquoi pas, car un marathon par jour, c'était à peu près ce que je courais tous les jours. Donc je me disais, un marathon par jour, bon, même si c'est en montagne, ça doit le faire, quoi. Donc j'y suis allée à l'UT4M, j'avais pas du tout regardé ce que c'était le profil. Bon, voilà, je savais juste qu'il fallait faire 40 km par jour. Et j'y suis allée, je me rappelle, le premier massif, je l'ai fait en running parce que en chaussures de running, je me suis dit, oh allez, les chaussures de trail, ça a l'air pas confortable, en running, ça doit passer et tout. Et puis il faisait genre 30 degrés, et sur la liste du matos obligatoire, il y avait marqué qu'il fallait avoir un pantalon. Donc moi je me suis dit, il faut avoir le pantalon sur soi. Donc il faisait 30 degrés, j'étais en chaussures de running avec mon pantalon, et puis Bien au chaud. et puis des affaires achetées à l'arrache, enfin un sac qui était même pas, enfin une poche à eau qui était, enfin bon bref, la touriste totale. Et j'ai fait le premier massif. J'ai survécu à ce premier massif. En plus, j'avais bien carburé. Je crois que j'étais arrivée 5e femme sur le premier jour. Et j'ai à la fois adoré et c'était aussi totalement nouveau. Enfin, je sais que j'ai extrêmement souffert dans les descentes. J'avais peur, mais parfois j'avais vraiment vraiment très très peur. Mais je me suis éclatée. Et du coup, pour les autres massifs, j'ai quand même été acheter des chaussures de trail, hein, parce que bon, je me suis quand même rendu compte que ça pouvait servir. Et puis voilà, j'ai réussi. Je crois que j'ai fini 5e. Ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment, parce que sinon j'avais aucune raison de me mettre au trail. J'habitais en région parisienne, je faisais que du plat tout le temps. Enfin, j'avais jamais été à la montagne de ma vie. Enfin voilà, si j'avais pas eu cette amie à Grenoble, bon, je pense que je serais encore en train de courir sur la route, hein. Est-ce que tu as aujourd'hui un format de prédilection? Oui, j'adore les courses de plus de 100 km, voire les 160 et même plus. C'est vraiment sur le long. Enfin, j'aime vraiment le long parce que voilà, le court, on force trop. Le long aussi, c'est très dur, hein, mais c'est pas dur de la même manière. C'est un effort moins intense quand même. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien avoir un effort peu intense mais qui dure très très longtemps, plutôt qu'un effort court et très très intense. Je suis plutôt bonne dans la faible intensité, mais je peux la garder. En fait, j'arrive à garder une faible intensité mais très très longtemps. Donc j'aime bien, voilà, les formats de plus de 100 km et les backyards aussi, hein. C'est sympa aussi comme format. Quel accomplissement tu trouves aujourd'hui dans l'ultra? Est-ce que c'est l'idée de dépasser tes limites? C'est un prétexte pour voyager, parcourir le monde? Est-ce que c'est pour faire des rencontres, partager ça avec des amis? Qu'est-ce qui te guide et te motive en fait aujourd'hui dans dans ces ultras et ces formats extrêmement longs? Oui, c'est un peu tout ça. Voilà, c'est le mélange de défis, de tenter des choses de plus en plus folles ou difficiles ou qu'on n'oserait pas. Ouais, j'essaye aussi de voyager un peu partout dans le monde ou en France, enfin vraiment de découvrir des coins. Je trouve que le trail est un bon prétexte pour découvrir en quelques jours. Par exemple, quand je vais à l'étranger ou sur une île, voilà, quand je fais une course, en 2 jours, quand on traverse l'île, je fais ce que j'aurais fait si j'avais passé une semaine de vacances là. Et c'est aussi un moyen de partager, de rencontrer des gens encore plus fous que soi. Enfin voilà, c'est vraiment toutes les choses que tu as dit. C'est ça que je recherche dans le trail et c'est ça qui me fait aimer le trail. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique ou mental? Alors, mes points forts, je pense que j'ai un très très fort mental. Je n'abandonne pas. Je suis une vraie. Enfin, quand je me suis dit que je pouvais faire quelque chose, je vais vraiment jusqu'au bout. Enfin, à moins d'être vraiment blessée, etc. Mais j'ai jamais abandonné une seule course. Même en ayant pris de départ blessé à certaines courses, ne pas faire ça chez soi. Voilà, ouais, je pense que mon mental est quand même assez fort. Enfin, j'ai aussi un fort mental aussi parce que j'adore courir en fait et que j'ai un physique qui est assez fort. Que bien sûr, ouais, si on est un peu sous-entraîné et que on souffre durant la course, là, on a beau avoir un super mental, c'est difficile d'aller au bout. Mais si on est à l'aise physiquement, après, on est aussi à l'aise mentalement. Donc, voilà, je pense que c'est ça mon point fort. Mais bon, je pourrais être plus forte aussi, hein. Et est-ce qu'il y a des choses que tu te vois améliorer? Oui, mais monter, je ne sais pas monter. Je suis une tortue en montée. Je m'améliore, je progresse, mais bon, pas vite. Mais bon, ouais, j'ai énormément de choses à améliorer. C'est essentiellement ça que je vois. Après, on apprend tout le temps. Enfin, c'est aussi ça.
c'est aussi ça qui est bien avec le trail, c'est que chaque course, courte, longue, plate, pas plate, seule, pas seule, enfin, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on apprend. La course à pied, elle tient nécessairement une place prépondérante dans ton quotidien et ta charge de travail doit être particulièrement importante compte tenu des distances sur lesquelles tu t'alignes. Est-ce que tu peux nous dire comment s'organise une semaine type d'entraînement pour toi quand tu es dans une phase de préparation importante ? Oui, alors bon là c'est un peu chamboulé avec le télétravail et le Covid, mais généralement je me lève, je ne dors pas beaucoup, je me lève vers 5h30, je vais courir avant d'aller travailler, puis je vais courir pour aller travailler. Je fais ma journée de travail et puis en sortant du boulot, je vais au club de gym faire autre chose que courir, faire du biking ou du cardio, de la muscu. Ça représente combien d'heures par jour, tu penses ? Oh oui, ça représente beaucoup, ouais. Je pense que je suis bien à 5-6 heures de sport par jour, Ok, tous les jours. Donc voilà, c'est ça. Ça fait beaucoup. Je fais plus de sport que je ne le bosse d'ailleurs. Faut pas le dire à mon chef. Il nous écoute pas, j'en suis sûr. Parfait. Et le week-end, oui, tu as des grandes plages aussi, des grands blocs ? Oui, le week-end, je peux faire des sorties plus longues du coup que le matin. Donc je peux aller, je peux aller courir 6 heures par exemple. Je me lève assez tôt et je vais courir 6 heures. Ou alors je vais randonner quand il fait beau avec mon mari. Ou je fais aussi du renforcement musculaire en regardant des séries Netflix. C'est très bien, ça passe tout seul. Le bon combo. Voilà. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation, Claire. Pour continuer à en savoir un petit peu plus sur toi, on va passer maintenant à notre exercice de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. Première question, c'est le basket chinois. Si tu étais un personnage fictif, qui serait-il ? Oui, alors le lapin Duracell. Parce que comme lui, Oui, j'ai lu que c'était ton surnom. C'est quoi, le lapin Dudu, c'est ça ton surnom ? C'est ça, le lapin du Duracell. Voilà, parce que c'est un peu une blague entre mon mari et moi. Voilà, le lapin Duracell qui est jamais à court d'énergie, qui court partout, qui a jamais ses batteries à plat, qui est hyper actif, etc. C'est tout moi. Donc c'est tellement moi que mon mari m'a acheté un lapin en plus, enfin un lapin Duracell en plus. Bon, moi j'ai acheté un Schtroumpf grognon en plus, mais bon. Pour lui ou pour toi ? Pour lui. Sympa. Voilà, moi c'est le lapin Duracell et lui c'est le Schtroumpf grognon. Non mais voilà, c'est exactement ça. Je suis jamais fatiguée. Voilà, inusable. Sauf quand je suis à plat, mais bon. On va le tester, on va faire un podcast qui va durer 15 heures, Claire, on va voir si tu arrives à tenir jusqu'au bout. Ouais, je pense que la collection va nous nacher avant nous. Si tu étais un animal, lequel choisirais-tu ? Alors, le ragondin, parce que c'est moche et que ça court vite. Non, après, voilà, je cours souvent, enfin, pas souvent, je cours tous les jours le long du canal près de chez moi et je vois énormément de ragondins et je les trouve juste fascinants parce que c'est un mélange de castor et de rat, ça ressemble à rien, mais ça court vite et il y en a partout, en fait. Donc c'est un peu moi. Voilà, on me regarde, j'ai pas l'air particulièrement affûtée, j'ai pas l'air particulièrement forte et t'es devant tout le monde. Il faut se méfier, ouais, méfiez-vous. Méfie-toi du ragondin qui dort, ouais. Voilà. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une forme d'admiration chez toi ? Alors il y en a plein, mais il y en a 2 en particulier. Bon, le premier, tu l'as déjà eu comme invité dans le podcast, c'est Lucas Papy. D'accord. Voilà, parce qu'on a un peu la même philosophie, un peu la même folie aussi. Bon, je suis pas du tout à son niveau, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire et qui montre que rien n'est impossible. Et sinon, voilà, j'avais vraiment envie de citer une athlète féminine qui est juste, je pense, la personne la plus inspirante, en tout cas pour la femme que je suis, c'est Courtney Dauwalter, forcément. Juste la meilleure traileuse du monde, qui fait aussi du 24 heures, qui fait aussi du backyard, qui gagne des courses de 200 miles devant tous les hommes. Voilà, si un jour j'arrive à... tout récemment. Voilà, qui la gagnera certainement. Je suis sûre qu'elle sera la première femme à la gagner un jour. Mais voilà, c'est vraiment une inspiration. En plus, elle est simple, accessible. Elle sourit sur toutes les photos qu'on voit d'elle. Je sais pas s'il y a un trucage. Ouais, juste, faudrait qu'elle se fasse sponsoriser par Colgate, c'est tout. Mais voilà, non, elle m'inspire vraiment. Et si un jour j'arrive à avoir le quart du 10e du niveau qu'elle a, je serais vraiment contente. Et un de mes rêves, ça serait de pouvoir la rencontrer sur une des courses de Lazarus Lake aux États-Unis un jour. Donc, je te le souhaite, Claire. On verra. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu de la basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course épique, la Swiss Peaks. Pour en planter le décor en quelques mots, la Swiss Peaks a vu le jour en 2017 et a rassemblé lors de son édition inaugurale 1250 coureurs issus de 41 pays, alignés à l'époque sur le format unique de la course, un 170 km. C'est seulement à l'occasion de l'édition suivante qu'est apparu un format de course permettant la traversée complète du Valais à pied par les différents cols.
Le coup d'envoi de l'édition 2020 de la Swisspeak, à laquelle tu as participé, Claire, a été donné dans la nuit du 31 août au 1er septembre dernier à minuit, au départ du village de Bettmeralp. J'espère que je le prononce comme il faut. C'est pas mal. 8 sur 10. Un parcours inédit attend alors les 300 coureurs qui doivent relier le glacier d'Aletsch, deuxième tentative de prononciation, au lac Léman, le tout en moins de 135 heures sur un parcours modifié en raison du Covid-19. La traversée du Valais cette année-là comptait néanmoins 314 km et 22 500 mètres de dénivelé positif, rien que ça. Des glaciers au Léman, le mythe de la Swisspeak se construit kilomètre après kilomètre au milieu des 4000 des Alpes sur un tracé dont la réputation n'est plus à faire. Cet ultra-trail au parcours varié offre des vues incroyables et inoubliables des plus hauts sommets alpins. Vous l'aurez compris par vous-même à l'écoute de ces chiffres vertigineux, la Swisspeak c'est un ultra-trail sans doute parmi les plus difficiles au monde, une course exigeante, technique, capricieuse et qui compte des amplitudes thermiques d'envergure. Un sacré programme qui t'attend, Claire. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur la Swisspeak. Avant de faire le grand saut dans ta course épique, je te propose de te frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. À la seule lecture de la distance et du dénivelé de la Swisspeak, je pense que nous sommes très nombreux à avoir été instantanément effrayés par cette course. Ma question qui pique va elle aussi être effroyable et s'intéresser à un personnage qui n'évoque pas spontanément la sympathie, loin de là. Un des personnages fictifs cultes de la littérature du 19e siècle est à ma grande surprise d'origine suisse. Saurais-tu me dire quel est ce personnage helvète à qui l'on prête bien souvent dans la culture populaire l'image d'un personnage effrayant? Alors Un là, personnage de littérature. personnage de littérature qui serait suisse. J'étais surpris qu'il soit suisse, d'où cette question qui pique. Non. Il est très connu. Je sais, Jack l'Éventreur, je sais pas, non. Et non, mais c'est un peu dans le même esprit en tout cas. C'est Victor Frankenstein, le personnage de fiction apparu pour la première fois en 1818 dans le roman Frankenstein de Mary Shelley. Et il se trouve donc Victor Frankenstein est originaire de Genève en Suisse. Et je ne sais pas si tu le savais, mais en tout cas, moi j'ai découvert donc en préparant cette émission. Et donc pour rappeler brièvement l'histoire de Frankenstein, attention, je spoil à tout le monde la fin de l'histoire. Il est encore temps de vous boucher les oreilles. Durant ses études, Victor Frankenstein mène des recherches qui l'amènent à créer la vie, une créature sans nom, faite de plusieurs morceaux de cadavres humains et animaux et à l'allure repoussante. Je ne sais pas s'il utilisait des ragondins ou pas, peut-être. La créature et le créateur entretiennent alors une relation tumultueuse qui conduira à la mort d'une partie de l'entourage de Victor, puis à son propre décès prématuré. Un point intéressant à noter cependant, le cinéma et les très nombreuses adaptations du roman ont contribué à déformer considérablement la personnalité du docteur Frankenstein. Si dans le Frankenstein originel, le savant est animé de bonnes intentions, des adaptations ultérieures font de lui l'archétype du savant fou en le présentant comme un mégalomane. D'autres adaptations se rapprochent cependant de la version littéraire d'origine en refaisant de Victor Frankenstein un personnage plus positif, celui d'un savant jeune et exalté, mais dépassé par sa création. Voilà Claire, c'en est fini de notre question qui pique. Pas simple aujourd'hui, j'avoue, mais intéressante. J'ai appris des choses, tu vois, en préparant l'émission. Et donc voilà, c'en est fini de ce personnage qui à sa seule vue peut faire monter le cardio. On va voir maintenant comment toi, ton cardio a tenu le choc à l'occasion de ta Swisspeak ô combien épique. Pour commencer, Claire, est-ce que tu peux nous dire comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à cette édition 2020 ? Alors, c'était absolument pas prévu au départ. Enfin, je pensais pas m'aligner sur une distance et un dénivelé aussi important avant quelques années quand même. Mais voilà, je m'étais inscrite à l'UTMB et l'UTMB a été annulée fin mai. Et on sortait du confinement, j'avais besoin de trouver une motivation, quelque chose pour retrouver un peu l'envie de m'entraîner. Et puis là, j'ai vu que la Swisspeak s'était pas annulée. Et puis tant qu'à faire, autant, enfin ils ont un 100 miles aussi, mais moi je me suis dit allez, autant si je fais la Swisspeak, autant faire la grosse. Allez, on fait la totale et voilà, c'est comme ça que je me suis inscrit 3 mois plus tôt à la Swisspeak. Est-ce que cette course, elle revêtait une dimension particulièrement mythique pour toi ? Oui, parce que voilà, c'était j'avais déjà fait des courses assez mythiques puis assez longues et assez dures. J'avais déjà fait l'UTMB, j'avais déjà fait la Diagonale des Fous, mais ça s'était pas très très bien passé parce que j'étais un petit peu trop fraîche, enfin pas fraîche, mais j'avais pas encore assez d'expérience pour bien vivre ces courses. Donc c'était un sacré pari de s'inscrire à cette course-là en n'ayant déjà pas trop la maîtrise du format 100 miles en fait. Enfin, j'avais fait un 100 miles avec mon mari qui s'était plutôt bien passé, mais on l'avait fait à deux et pas dans un rythme pas un rythme compétition quoi. Donc ça allait être vraiment une première de réussir à performer sur un format finalement très très sur le très très long. Est-ce que tu avais mis en œuvre justement une préparation spécifique pour cet exercice que tu ne connaissais pas et cette distance qui t'était alors inconnue ?
Oui, j'ai quand même essayé, c'est pas vraiment le kilométrage, enfin les 315 kilomètres, c'était pas ça qui me faisait peur puisque, ouais, je fais quand même un assez gros kilométrage chaque semaine. C'était vraiment le dénivelé et ce qui est vraiment aussi dur dans la Swiss Peak, c'est que c'est pas des montées de 500 D+, c'est pas une succession de petites bosses. C'est vraiment des grosses montées qui font 1500, voire même, c'est presque des doubles KV, quoi. Donc c'est vraiment ça qui me faisait peur. Donc du coup, j'ai fait une paire de sorties de rando. J'essaie de découvrir un peu la Suisse, parce que bon, j'habite à pas très loin des Vosges, et pas très loin de la Suisse, et j'allais plutôt dans les Vosges parce que c'était plus facile pour moi. Mais là, vraiment pour la Swiss Peak, je suis allée en Suisse. À Lucerne, monter le Pilatus, à Onisen, monter le Nisen, voilà, faire des randos où il y avait des 2000 de D+ d'un coup, et c'est vraiment ça qui est vraiment la clé pour préparer la Swiss Peak, c'est bouffer du dénivelé en fait, hein, parce que c'est vraiment c'est très très raide, et puis le plat ça n'existe pas, hein, c'est soit ça monte soit ça descend, et quand ça monte raide. Dans quel état d'esprit et dans quelle disposition physique tu te sens à l'issue de ta préparation? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tous les voyants sont au Oui, vert? physiquement, je suis très très bien. J'avais fait aussi, en plus des randos en Suisse, j'avais aussi accroché beaucoup de dossards parce que là, on sortait du confinement, donc dès qu'il y avait une course qui était, dès qu'il y avait un dossard et une course qui n'était pas annulée, c'était go go. Donc j'avais fait vraiment beaucoup de volume et beaucoup de courses, et en plus, je les avais très très bien réussi, parce que j'avais fait quelques backyards, j'avais fait un troisième sur un 200 routes. Un podium sur un 160 miles. Enfin voilà, j'étais plutôt en forme et plutôt en confiance. Et par contre, mentalement, j'essayais de pas trop y penser. J'essayais pas de préparer. J'ai même pas cherché à préparer la course ou quoi que ce soit. J'essayais d'attendre le dernier moment avant de réaliser que j'allais devoir courir pendant plusieurs jours, ce monstre, quoi. Et qu'est-ce que tu attends de cette Swiss Peaks? J'attendais, l'aventure, et puis c'était aussi le défi, le test, parce que finalement j'avais toujours eu, dans l'idée de me lancer sur un 200 miles, un jour, mais je ne savais pas si j'étais prête en fait. Je me laissais quelques années supplémentaires avant même d'oser vouloir m'inscrire. Donc là, je voulais juste savoir si au bout de 4 années de trail, c'était suffisant pour faire ça, quoi. Est-ce que tu as des ambitions particulières ou un objectif, peut-être que tu gardes secret, mais que tu te donnes pour cette course? L'objectif principal, c'était de finir. Après, ouais, j'ai quand même beaucoup l'esprit de compétition. Je me sentais bien. Je me disais que j'étais bien préparée et tout. Donc voilà, oui, Tu avais fait ce qu'il j'avais fallait en envie tout cas. j'avais envie d'être aussi dans les avant-postes. Après, il y avait quand même des gens qui étaient super forts. Il y avait Anita Lehmann qui avait juste gagné. Ça faisait 2 années qu'elle gagnait cette édition-là. Il y avait Denis Zimmermann qui avait juste gagné le Tour avant. Enfin bon, j'avais pas trop tenir. Je connais pas vraiment les filles qui sont très très forts sur le long. Bon, il y a 2-3 noms qui reviennent, etc. Mais je les connaissais pas spécialement. Mais voilà, bon, je me disais que voilà, je verrais comment je me sentais et on verra comment se passerait la course. Mais j'essaierais d'aller le plus vite possible. De toute manière, plus on va vite, moins de temps on a, plus vite Moins de c'est temps on fini, quoi. souffre. Voilà, c'est ça, Enfin, on exactement. souffre, c'est jamais que de la souffrance, il y a aussi beaucoup de plaisir malgré Le tout. plaisir, oui. Comment sont les conditions météo sur la course à cette période de l'année et sur ce parcours qui est riche d'une multitude de pics qui dépassent les 2000 mètres d'altitude? Qu'est-ce que ça peut donner en termes de température? Même si on est fin au Oui, début septembre, à quoi ça ressemble? oui, comme tu as dit, il y a une très grosse amplitude thermique, parce qu'on monte quand même très, 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 très haut, à plus de 3000 parfois. Donc, là, il y a juste de la neige, quoi, hein. Et en plus, pour notre édition, on a eu le kit grand froid activé parce qu'il faisait vraiment particulièrement froid. Donc voilà, on passe quand on est au sommet, il fait 0, voire même des températures négatives. Et quand on redescend dans la vallée, on peut avoir du 20 degrés, et même sur la fin de parcours, où on est en moyenne un petit peu plus bas, là, on avait même 30 degrés. Enfin, moi, j'ai eu de la chance parce que c'était vraiment les derniers jours où les températures ont augmenté. Donc finalement, j'ai eu qu'une seule journée où il faisait 30 degrés. Mais ceux qui ont mis plus de temps, ils ont eu 3 journées de canicule, quoi. Donc voilà, tu pars, t'es en doudoune, en moufle, en bonnet, et à la fin, tu finis en t-shirt, quoi. Enfin, en débardeur. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance qui règne sur la ligne de départ et la façon dont toi tu te sens? Est-ce que tu profites de ce moment-là? Est-ce que tu es un peu inquiète de ce qui t'attend? Oui, alors il y a une super ambiance parce que voilà, tout le monde était content d'être là. En plus, avec le contexte sanitaire,
personne n'était, enfin, on a douté jusqu'au dernier moment. On savait pas si la course allait avoir lieu. Elle pouvait très bien être annulée 2 jours avant. Il y a eu des fermetures de frontières, etc. Donc, je pense que tout le monde attendait d'être sur la ligne de départ et de partir pour se dire que ça y est, la course allait avoir lieu, quoi. Parce que même, voilà, on y, Ouais, même l'épée de quelques Damoclès jours. avait disparu au-dessus de Exactement, votre tête voilà. au moment du coup d'envoi. Donc il y avait une ambiance de folie. En plus, il y avait un gars qui avait amené son ukulélé et qui chantait une chanson qui restait bien dans la tête en plus. Donc ouais, l'ambiance était géniale. Tu voyais que tout le monde avait envie. Bon, tout le monde était un peu angoissé aussi, hein, parce que forcément tu pars pas serein sur une course de 315 km et de 23 500 D+. Mais Vous vous voilà, tout le sentiez monde privilégié d'être sur une ligne de départ et de pouvoir prendre le départ d'une telle course. Exactement. Et bon, le seul problème, c'est qu'il flottait et qu'il faisait froid, quoi. Mais Un classique. voilà, le classique. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement sur cette course? La gestion des différentes nuits. J'avais jamais fait de course aussi longue. Enfin, pour l'instant, la course la plus longue que j'avais faite, c'était la Diag où j'avais mis 48 heures, donc j'avais passé 2 nuits dehors. Et là, je savais que je partais pour 3 ou 4 nuits et je savais pas du tout comment gérer le sommeil. Je savais pas s'il fallait que je fasse des siestes tout le temps ou que je continue jusqu'à ce que je tombe d'épuisement. J'avais aucune idée de comment gérer, mais bon. J'essayais de pas trop me poser de questions et je me disais que j'allais bien voir comment ça allait se goupiller. Ça y est, nous sommes le 1er septembre 2020 minuit, après un briefing de course essentiellement consacré à l'activation du kit grand froid. Tu nous en as parlé tout à l'heure, Claire. Le moment est venu pour toi et les autres participants de prendre le départ. Un départ que tu prends à une allure bien plus modérée qu'une partie du peloton qui part bille en tête. Ah ouais, il y a des gens, je sais pas s'ils sont crus sur un 50 km là, ils étaient ouh. Ouais, j'ai fait OK, stop, une montée, on va marcher, hein. C'est bon, il va y en avoir suffisamment des montées. Donc tu pars plus prudemment. Ah oui. Et tu as raison, puisque dès la descente suivante, un exercice, tu nous as dit que tu n'étais pas très à l'aise sur les montées, mais en creux, ça veut dire que tu excelles dans les descentes. Très rapidement, en fait, dès la première descente, tu rattrapes une bonne partie du peloton, tellement vite d'ailleurs que tu oublies de prendre le bon chemin à un embranchement. Ouais, bah c'est un grand classique de ma part, hein. En descente, je fais charger et puis je rate le je rate le chemin, mais bon. Pas trop de grave. préjudice, t'as pas pris trop de retard à ce moment-là? Non, puis on n'est pas à quelques kilomètres près, hein, sur une course de 315. Tu arrives ensuite à Brigue pour le premier ravitaillement et les nouvelles déjà concernant ton classement sont très encourageantes. Tu figures en bonne position dès le départ? Oui, je pense que j'étais quand même. J'ai aucune idée du classement que j'avais à l'époque, mais je devais être bien dans les 50 premiers peut-être. Et en tout cas, chez les féminines, je pense que j'étais 3, 4, peut-être 5e. Enfin, j'étais pas très loin du groupe de tête. Enfin, j'avais vraiment carburé dans la descente. Tu te lances ensuite dans une longue et difficile montée jusqu'à 2900 mètres d'altitude combinée à des températures glaciales. Comment est-ce que se passe cette partie-là et cette ascension? Ça se passe plutôt bien. Étonnamment, j'étais plutôt à l'aise, j'avais plutôt des bonnes jambes et j'avançais assez vite. Enfin, d'habitude, je me fais doubler par tout le monde et là, je suivais le rythme. Par contre, ça m'a fait drôle de voir de la neige au mois d'août quand même, mais bon. Et donc, oui, les températures sont particulièrement froides. Oui, très très froid. Ah, on monte très très haut. Puis c'était un glacier de toute manière, donc ça porte bien son nom. Et donc, tu te livres ensuite à une passe d'armes avec 2 concurrentes, Claudia et Denise, jusqu'à la première base vie qui est située au kilomètre 50. Comment est-ce que ça se passe avec elles? En gros, le classique, je tiens leur rythme où elles me larguent un petit peu en montée et je les sème en descente, quoi. Donc ça a été un peu ça. En montée, je perdais un peu de terrain où je m'accrochais et puis en descente, je gagnais. Je descendais vraiment beaucoup plus vite qu'elles. Donc, vous avez fait le yo-yo comme ça pendant plusieurs kilomètres? Voilà, on a fait le yo-yo et puis à la fin, dans la descente jusqu'à la première base vie, là, je les ai semés. Cette première base vie, tu y arrives donc le premier matin, le jour est levé déjà depuis un petit moment, il est 10h30. Tu fais un arrêt assez rapide pour suivre le train d'Émilie Vaudan qui est alors en tête. Et tu repars là pour une double ascension à nouveau très costaud entre neige, froid et décor à couper le souffle. Quand même, il y a aussi des belles récompenses. Comment est-ce que tu gères cette partie et plus globalement, comment est-ce que tu vas gérer cette première journée qui te mène la nuit tombante à la base vie numéro 2 au kilomètre 105? Comment est-ce que se passe cette vraie première journée? Ah, j'avouerais que j'étais costaud les 2 montées suivantes là, je commence à caler un peu en montée. Heureusement que les descentes sont assez roulantes quand même, hein. Et puis j'en prends plein les yeux, hein. C'était vraiment magnifique. C'est des paysages,
C'est incroyable. Enfin, faut vraiment faire la course pour se rendre compte à quel point c'était beau. Donc là, on était vraiment dans la pierraille, c'était très minéral avec beaucoup de neige. Mais par contre, c'est très très dur, c'est très très raide. Donc là, les cuisseaux, ils commençaient à souffrir un peu et on était qu'au kilomètre, enfin, on n'était même pas au centième kilomètre, quoi. Est-ce que ça sème un peu le doute dans ton esprit? Enfin, est-ce que c'est une souffrance à laquelle tu t'attendais? Est-ce qu'elle est assez habituelle ou c'est plus que tu ne l'aurais imaginé? Oui, oui, je m'attendais à ce que ça soit très très dur et très très raide, hein, mais bon, voilà, je me dis quand même qu'il reste 200 kilomètres et que ouf, ça va faire mal. Enfin, ça va faire mal. Ça va, les cuisses vont travailler encore, enfin, ont encore à travailler. Et comment tu gères ça, justement, psychologiquement, le fait de te dire que, en gros, il te reste les 2 tiers de la course qui sont encore devant toi et que tu as déjà parcouru une centaine de kilomètres? Est-ce que tu es plutôt dans la philosophie de constater le chemin déjà parcouru ou plutôt de te dire, bah, ok, il me reste encore 200 kilomètres? Comment est-ce que tu raisonnes? Parfois, on entend que les coureurs découpent vraiment par ravito, par base vie et se donnent des micro-objectifs pour avancer sans chercher forcément à se projeter à un horizon très lointain et des kilomètres qui pourraient être un nombre de kilomètres qui pourrait être très dissuasif ou qui pourrait être effrayant, de plutôt découper ça en mini objectifs. Comment est-ce que toi tu gères ça, là, le fait d'avoir fait un tiers du parcours à ce moment-là? Oui, je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire. Enfin, moi, enfin, c'était ce que je faisais à chaque fois. C'était l'objectif, c'était le ravito suivant et après le ravito d'après et la base vie et voilà. Faut vraiment pas penser à la totalité de ce qui reste. Faut vraiment regarder portion par portion, regarder quelles sont les difficultés sur la portion et avoir pour objectif, bah, voilà, d'arriver au ravito suivant. Je pense que c'est vraiment parce que sinon mentalement c'est difficile de mentalement on prend un coup quand on dit qu'il reste 200 kilomètres ou voire plus, etc. Par contre, si on se dit, bah non, en fait, c'est 15 kilomètres, plus 15 kilomètres, plus 15 kilomètres, finalement, c'est comme ça que ça passe bien. Tu boucles donc cette première journée, tu nous l'as dit, c'est difficile, exigeant, mais voilà, tu arrives à encaisser quand même cette première journée, cette première centaine de kilomètres. Tu arrives donc à la base vie, pardon, numéro 2. Et contrairement à certains coureurs, par contre, tu te refuses à dormir sur cette base vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es pas posé la question compte tenu de l'incertitude sur ta gestion du sommeil? Est-ce que à ce moment-là, tu t'as fait confiance à ta sensation du moment pour te dire que c'était trop tôt, ou tu avais de toute façon décidé de pas dormir à l'arrivée de la deuxième nuit finalement? Je me suis posé la question, mais j'avais pas spécialement sommeil. Et je me suis dit que je pouvais tout à fait faire 48 heures sans dormir. Donc je voulais essayer de pousser. Là, je suis arrivée, j'ai juste mangé. J'ai juste mangé, bien ravitaillé, changé de chaussures, etc. Et puis j'avais pas envie de dormir spécialement. Et puis je savais pas trop où était la première en fait, et je voulais pas non plus prendre trop de retard. Donc ouais, je me suis dit que je pouvais encore tenir une journée sans dormir. J'avais déjà fait que ce soit sur les backyards ou d'autres trails, je savais que je pouvais tenir le choc. Donc je me suis dit que j'avais encore la motivation pour continuer, même si ça faisait 22, je crois que ça faisait 22 heures ou 23 heures que je courais déjà, mais bon, normalement j'arrive à gérer au moins la trentaine d'heures ou 35 heures sans dormir. Je sais que j'arrive à gérer sans trop de problèmes. Donc je me suis dit allez go, Ne un perdons pas de ravito, temps. enfin voilà, on mange et voilà, un Mars et ça repart, quoi. C'est quoi justement sur la ravito, tes petites récompenses et tes petits plaisirs à ce moment-là? Bah, ce qui est important sur une course comme ça, c'est vraiment de manger normalement, quoi. Enfin, et puis de manger un plat chaud dès qu'on a la possibilité et quelque chose de consistant dès qu'on a la possibilité. Donc là, aux bases de vie, c'était génial puisqu'on avait vraiment le repas complet, des pâtes, du riz, de la viande, des légumes, des fruits. Enfin, c'était vraiment de la vraie nourriture. Enfin, c'était bien ce qu'il fallait. Et sinon, bah moi, j'ai toujours des crackers et des barres de céréales sur moi. Et puis dans mon drop bag, j'avais mis 2-3 conneries, des M&M's ou enfin voilà, les trucs vraiment plaisir, le truc que tous les diététiciens banniraient, mais bon, ça fait plaisir de savoir qu'il est dans le sac et que C'est si on bon pour le moral. voilà, et que c'est bon, voilà, et que si on a besoin, bah c'est là, quoi. Tu repars ensuite dans le froid et la nuit vers la cabane des Becs de Bosson, à 3000 mètres d'altitude, un exercice des plus délicats que tu te surprends à faire en partie avec Émilie, que tu croyais loin devant toi. Ouais, exactement. À un moment, donc je suis repartie de la base de vie, puis à un moment, je me retourne et puis je vois une frontale, puis je vois Émilie, du coup, et je me dis: «Ah, oh, OK, cool, t'es là, je pensais que t'étais loin devant et tout», donc du coup, on a un peu discuté et cetera. On a fait une partie ensemble. Après, bon, le truc, c'est qu'elle montait quand même beaucoup plus vite que moi, parce que là, je commençais vraiment à avoir les cuisses saturées de toutes ces montées. Donc elle m'a lâchée. Mais je l'ai retrouvée plus tard, du coup au ravito suivant, parce qu'elle était encore là quand j'y suis arrivée.
Mais j'étais un peu congelée quand je suis arrivée à ce ravito là. Il était, en gros, le ravito, c'était une cabane au milieu de la montagne et de la neige. Enfin, ça faisait 3 heures. Voilà, ça faisait 3 heures que je marchais dans la neige là. On donne Donc une j'étais grosse très médaille aussi aux bénévoles qui étaient sur ce ravitaillement. Donc. ah ouais, ouais, franchement, ouais, en plus, c'était 2 jeunes super sympas et voilà, t'arrivais, t'étais congelé, ils étaient là: «Allez, assieds-toi, vas-y, t'as besoin de quoi? On t'amène ce que tu veux et tout». Donc ils m'avaient amené un café, de la bouffe et cetera. Puis ils voyaient que j'étais complètement, en mode, zombie, quoi. Ils m'ont dit: «Ouais, allez, il reste 10 minutes de plus, on va augmenter le chauffage et tiens, prends une couverture et tout». Donc bon, au début, j'avais prévu que de m'arrêter 5 minutes au ravito, mais bon, je suis restée assez longtemps, en fait, et puis c'était bien, ça m'a bien réchauffée parce que, ouais, c'est quand même très, très, très froid. Tu repars donc finalement après ces 10 minutes de pause et tu te lances dans une descente fortement enneigée, couronnée par une séance de trail artistique à en faire pâlir de jalousie sur Yabonali, je pense. Ah ouais, ouais, c'était beau, là. C'était la descente sur les fesses, enfin, je crois que ouais, limite, t'avais envie de prendre une luge et puis de faire le truc en luge, quoi. C'était ouais, non, c'était galère. Tu continues donc ton petit bonhomme de chemin, la deuxième nuit s'achève et ton avance sur tes poursuivantes ne cesse de se creuser. Tu connais alors à ce moment-là une première alerte physique préoccupante au niveau de ton genou. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe et ce que tu ressens? Oui, bah, ça commence à me tirer dans le genou parce que, bah, voilà, je profite que je suis forte en descente et que les descentes sont assez roulantes pour aller assez vite et les descentes sont aussi longues que les montées. Donc parfois on peut avoir 10 kilomètres ou 15 kilomètres de descente ininterrompue. Donc ça ouais, ça commence à tirer quand même. Ça ouais, je sais pas, un tendon qui me fait mal. Je sais pas ce qu'il avait, mais Ça il aimait t'inquiète pas pas plus que trop. ça? Non, enfin c'est ça, je fais avec quoi. J'essaye de trouver une position qui ménage le truc, qui permet d'éviter que ça empire et bon, bah, en gros, je mets le pied de 3/4 de travers et tout et puis bon, je vois que ça passe, que la douleur a pas l'air de s'aggraver et puis que je continue à pouvoir quand même aller assez vite donc bon, C'est je me un dis: hommage à «Allez». Charlie Chaplin qui est suisse aussi, je crois, non? Voilà, exactement, oui, c'était exactement la même démarche, la même allure, quoi, le c'était beau, c'était gracieux. Tu poursuis ensuite ton chemin en direction de la troisième base vie au 148e kilomètre et tu commences à montrer des signes de fatigue assez importants et assez logiques avant de l'atteindre. Et grand classique, donc comme sur les ravitaux précédents, tu cherches du réconfort dans le buffet à leur dispo et tu tentes une chose incroyable, c'est de trouver le sommeil, mais ça marche pas, c'est ça? Tu n'arrives pas à trouver le sommeil à ce moment-là? Ouais, là, je pense que c'était le bon moment pour dormir. C'était vraiment, le 150e kilomètre, ça aurait été parfait si j'avais réussi à dormir. Mais là, malheureusement, j'ai passé une demi-heure à faire la crêpe dans mon sac, de couchage. Je n'arrivais pas à fermer l'œil. Alors que j'étais, un zombie, quoi. J'étais vraiment crevée de chez crevée, mais impossible de dormir. Il faisait jour, c'était 9 heures du matin, la nuit, enfin, c'était juste pas le bon moment, quoi. Le cycle était passé. Est-ce que tu as le cerveau qui mouline? Est-ce que tu penses à ta place? Est-ce que c'est juste que tu es stimulé intellectuellement et tu as du mal à faire redescendre? Qu'est-ce qui explique ça? Tu Ouais, penses au-delà du fait que ce soit le jour et que ce soit peut-être plus compliqué de s'endormir à je ce sais moment-là? pas, c'était juste impossible de dormir. Pourtant, je savais que ça aurait été bien de dormir une ou 2 heures, mais voilà, au bout d'une demi-heure, j'ai laissé tomber. Je me suis Peine dit que perdue. c'était pas la peine. Voilà, c'était peine perdue, en plus, bah, la 1re féminine, je l'avais croisée, je savais qu'elle était pas très loin. Bon, voilà, je voulais pas non plus perdre du temps bêtement parce que voilà, ça sert à rien en gros, faut vraiment, dormir, enfin rester les yeux ouverts, c'est de la perte de temps, en fait. Autant marcher, et puis voilà, quoi. Donc c'est ce que je me suis dit. J'ai remangé, j'ai préparé mes affaires et puis je suis repartie. Alors toujours aussi lentement parce que je m'étais pas reposée, mais bon, au moins j'avançais, quoi. J'avançais toujours et c'était le principal. Tant que je pouvais mettre un pied devant l'autre, je me disais que bon, allez, ça irait. Donc tu repars à ce rythme modéré dont tu nous parles. Le parcours est toujours aussi magnifique, mais aussi très technique avec des blocs de pierre, le balisage qui est parfois un petit peu aléatoire. Comment est-ce que tu te sens? Dans quelle disposition tu es, toi? Là, ça fait 2 nuits sans sommeil et un physique qui commence à être entamé, notamment au niveau du genou. Comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que c'est une période où tu as le moral et tu es prête à avancer, ou est-ce que tu traînes un peu ta peine et c'est pas simple parce que là, ça fait quand même ouais, un bon petit moment que tu es parti et Ouais, bah, l'usure a pris un peu le dessus. sur la première partie, j'ai pas trop le moral parce que c'était techniquement assez difficile. Et effectivement, c'était très minéral avec des tas de rochers et en plus il y avait de la neige et on voyait pas trop le balisage. Donc en gros, il fallait suivre les traces de pas des gens,
parce que suivre le balisage ne servait à rien. Et voilà. Et puis c'était très glissant, il y avait du verglas sur les cailloux. Enfin voilà, c'était vraiment une partie difficile, mais bon, je le savais. On m'avait plus ou moins prévenu qu'il y avait quelques parties difficiles et que celle-là en faisait partie. Mais en fait, j'ai vite arrêté de râler quand je suis arrivée au ravito suivant et en gros, on était à 2800 mètres d'altitude. Les bénévoles avaient planté une tente au milieu de nulle part et ils nous C'est le ravito attendaient du Grand comme ça. Désert, c'est ça? Exactement, le Qui ravito porte du bien Grand son nom, Désert. donc. Voilà, qui porte vraiment bien son nom. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce que les bénévoles étaient prêts à faire pour nous, quoi, à nous attendre dans le froid au milieu de nulle part. En plus, à la base, c'était censé être juste un point d'eau. Et eux, ils avaient été sympas, ils avaient ramené tout un tas de trucs. Donc je me suis dit, bon, t'as quand même une chance incroyable d'être là, tu vas arrêter de râler. En plus, cette partie difficile, elle est passée, c'est C'est bon. toi le Schtroumpf-Grognon, en fait, Claire. Oui, c'est moi, le Schtroumpf. Non, mais c'est mon Non, mari qui déteint sur moi. Moi, je déteins sur lui, il devient le lapin Duracell et lui, il déteint sur moi. Enfin, voilà. Donc voilà, après, voilà, quand j'ai vu le ravito et puis le paysage incroyable, puisque le Grand Désert, il y a un lac d'altitude en forme de cœur. Enfin, c'était magnifique. Je me suis dit, bon, j'ai quand même énormément de chance d'être là et j'ai arrêté de râler. Puis bon, j'ai aussi arrêté de râler parce que la montée était finie et on descendait. Et quand ça descend, moi, j'aime bien. Sauf que cette descente jusqu'au lac de Louviers, elle est très longue et ta douleur au genou, elle commence à devenir particulièrement handicapante et gênante. Est-ce que à ce moment-là, ça peut être une question pour toi de te dire que tu peux ne pas aller au bout à cause de cette douleur ou est-ce que c'est pas du tout envisageable à ce moment-là en tout cas? Ouais. Enfin, je me disais pas que je n'allais pas arriver à aller au bout, mais je me disais que si je n'arrivais plus à courir les descentes, ça allait quand même être long. Ouais. Mais bon, voilà, je prends mon mal en patience, je tourne encore plus ma jambe et puis bon, ça continue à avancer, mais ouais. Forcément, dans la tête, tu t'inquiètes un peu, mais bon. Ta motivation, c'était la raclette qui t'attendait au ravitaillement suivant, c'est ça? Exactement, voilà. C'est vrai qu'on avait la chance d'avoir des ravitaux, mais incroyables et une raclette de qualité. Je tiens à le signaler, à tous les amoureux de la raclette, faites-la tuer Spic. Bon, il faudra juste faire 315 kilomètres, mais vous allez avoir des très très bonnes raclettes. C'est une façon de se motiver. Et donc, après ce ravito, tu repars, la relance est assez délicate avec un cardio qui s'emballe un peu plus que de raison. Ouais, en plus je repars du ravito avec quelqu'un. Pour une fois, c'était la première fois que je croisais quelqu'un depuis quelques heures, je crois. Donc sur le plat, pas de souci, j'arrive à le suivre et tout. Mais alors, j'ai vu dès que ça a monté, là, impossible de le suivre. Et puis moi, impossible de faire. Enfin, je faisais 10 pas et le cardio montait en flèche. Enfin, je savais pas trop ce qui m'arrivait. Enfin, si. Après coup, je sais, c'est juste que j'étais au bout du rouleau total et que j'avais absolument besoin de dormir. Mais voilà, je savais pas qu'en dormant ça allait régler mon problème. Mais voilà, j'étais en mode où si je faisais plus de 30 secondes d'effort en montée avec les bâtons, j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de la poitrine. Donc en gros, je faisais du 30-30 quoi. Je montais 30 secondes et je m'asseyais 30 secondes sur une pierre et il y avait les vaches qui me regardaient et je les regardais aussi en me disant mon Dieu, elles doivent se foutre de ma gueule ces vaches. Et donc voilà, par miracle, j'ai réussi à atteindre le ravito suivant, mais ça a été long, ça a été très très long. Et donc, tu arrives à la cabane de 1000, qui est le ravitaillement suivant, je crois, sans avoir dormi une seule minute. Tu es prête alors à t'accorder ce divin plaisir, enfin, mais finalement, tu te laisses convaincre de retarder encore ce moment de repos et de répit? Oui, là, ma seule motivation pour arriver au ravito, c'était de me dire, c'est une cabane, il y aura un lit, il y aura un coin par terre où je pourrais m'allonger pour dormir, parce que là, il faut que je dorme. Mais pas de bol, j'arrive au ravito et il y a Émilie qui est là et qui elle venait de se taper une sieste. Je crois qu'elle avait dormi 3/4 d'heure, donc elle était toute bien et tout. Et elle fait, oh tiens Claire, t'es là, super. Tu veux pas faire la descente avec moi, elle est chiante et tout. Ça sera mieux si on la fait à deux. Moi malheureusement, je dis ok. Donc du coup, je prends 3 cafés, je mange un peu et c'est reparti. Et là, c'était l'erreur fatale. Il aurait pas du tout fallu. Il aurait fallu que je lui dise non, désolé, je vais dormir là puisque j'en peux plus. Malheureusement, j'ai accepté. Et résultat, Au tu as final, commencé à vivre tes premières hallucinations juste après, et puis tu as un peu perdu ton chemin, tu étais un peu en difficulté. ouais. Puis au final, au final, on devait. Du coup, je suis repartie pour pouvoir faire la descente ensemble. Mais en fait, au début, j'ai pas réussi à la suivre en montée. Donc je lui ai dit pars devant, je te rattraperai en descente. Donc après, je l'ai rattrapée en descente parce que j'ai quand même plus vite qu'elle. Mais après, elle était tellement lente en descente que je lui ai dit non, bon, je suis désolée, je vais pas faire la descente avec toi, je vais avancer un peu et tout. Donc en fait, finalement, on a fait peut-être
3 kilomètres ensemble et c'est tout, quoi. Donc bon. Et donc du coup, j'ai fait la descente. Après, elle m'a rattrapée dans la montée et dans la montée, moi, je me disais bon, la base de vie, elle va bientôt arriver et tout. Et en fait non, j'étais très très loin de la base de vie, mais moi dans ma tête, moi dans ma tête, au prochain fanion, enfin au prochain drapeau, c'était la base de vie, quoi. Mais bon, j'étais au drapeau suivant, pas de base de vie, drapeau suivant, pas de base de vie. Et, et j'étais tellement persuadée que la base de vie était à Champé, parce que elle était censée être à Champé-Lac, donc c'est normalement à l'endroit où est la base de vie de l'UTMB. On nous avait prévenu que c'était pas au même endroit et tout, mais moi je m'attendais à ce que ça soit dans le village, quoi. Donc j'arrive dans le village, j'arrive au lac, toujours pas de base de vie et tout. Puis après je continue à suivre les fanions et là les fanions en fait ils mènent directement dans la forêt. Enfin on quitte le village, quoi. Et je me dis mais c'est pas possible. Là, je retourne dans la montagne. Normalement la base de vie elle aurait dû être là et tout. Donc je perds un temps pas possible. En plus un vrai zombie en plus. Donc bon, j'étais vraiment mon cerveau était un peu lent et tout. Je me disais mais c'est pas possible, j'ai dû rater la base de vie, elle devait être là, elle devait être dans le village et tout. Donc je reviens en arrière, je cherche partout, je vois rien qui ressemble à une base de vie. Je commençais à me dire peut-être que je suis pas du bon côté du lac et tout. Bon bref, à un moment, je me dis bon tant pis, allez, je continue à suivre le balisage. Au pire, je suis repartie pour 15 kilomètres et puis c'est tout, quoi. Je l'ai raté. Enfin, j'étais vraiment persuadée d'avoir raté cette base de vie. Donc du coup, je me réenfonce dans la forêt. Et heureusement pour moi, non, je n'avais pas raté la base de vie. Elle était juste au fin fond de la forêt, perdue au milieu de nulle part, quoi. Donc bon, quand j'ai vu la tente et les bénévoles, je fais ah ouf, parce que bon là, j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller dormir, quoi. C'était le seul truc qui me motivait. Le cerveau fonctionnait plus, mais il était focalisé sur le fait qu'il fallait qu'à un moment je dorme. Et donc après 2 nuits et demie dehors, tu t'octroies finalement ce plaisir bien mérité de t'assoupir à Champélac, une pause sommeil qui s'est pas passée exactement comme tu l'imaginais? Ouais, j'avais prévu de dormir 2 heures, donc je mets ma montre, je mets un réveil sur ma montre GPS. Le gentil de bénévole me demande si je veux être réveillée. Je lui dis non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai ma montre et tout. Et donc je m'endors, je crois qu'il devait être 2 heures du mat ou 2h30 du matin quand je m'endors. Puis après je me réveille et puis je regarde ma montre et en fait il était 6h30, quoi. Donc au lieu d'avoir dormi 2 heures, j'avais dormi 4 heures. Donc branle-bas le combat, je me réveille, je me lève tout de suite, je prends mes affaires, je prends une dernière part de tarte aux myrtilles super bonne pour la route et je pars tout de suite, quoi. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc j'étais un peu en panique parce que voilà, 2 heures, c'est pas du tout, dormir 4 heures, c'est pas du tout la même chose que de dormir 2 heures et puis je savais que ça revenait fort derrière, quoi. Donc Et t'en as senti les bénéfices aussi, c'était peut-être certes un peu de temps perdu sur ton plan, mais finalement, est-ce que ça t'a été bénéfique? C'est ça. Dans ma tête, j'étais furieuse après moi de pas avoir demandé à un bénévole qui me réveille, tout simplement, parce que je sais pas si j'ai pas entendu mon réveil ou ou si j'ai pas entendu ma montre ou si elle a juste pas sonné ou quoi que ce soit, mais bon, finalement, j'étais quand même très contente d'avoir dormi 4 heures parce que j'en avais vraiment, c'est que j'en avais vraiment besoin en fait. Et puis bon, finalement, que j'aurais pu très bien aussi m'endormir, et dormir pour 8 ou 10 heures. Donc finalement, je m'en sortais pas si mal en ayant juste perdu que 2 heures, quoi. Donc d'un côté, voilà, j'étais un peu furieuse après moi-même d'avoir trop dormi et j'étais aussi très contente d'avoir dormi. Et puis surtout, je me rendais compte que c'était reparti, quoi. 4 heures de sommeil et j'avais la pêche, quoi. J'avais retrouvé de l'énergie. J'étais prête à affronter les 120 kilomètres qui restaient, quoi. Donc ça me rassurait aussi, quoi. Et je me disais que finalement, c'était peut-être pas du temps perdu et que j'allais pouvoir carburer. Bon, par contre, dans ma tête, je me disais bon, maintenant je vais jusqu'au bout, je dors plus jusqu'à la fin, quoi. C'est fini, j'ai trop dormi. Donc là, la journée se lève au moment où tu repars bille en tête. Est-ce que tu peux nous parler de cette journée-là? Comment est-ce qu'elle se passe? Elle se passe curieusement bien. J'avais retrouvé des bonnes jambes en montée. Donc je crois que juste après la base de vie, je double quelqu'un qui, lui, par contre, avait dormi beaucoup moins que moi et avançait pas aussi bien que moi, du coup. Ça commençait par une montée vraiment très très dure que j'étais très contente d'avoir effectivement pas raté la base de vie parce que si j'étais repartie complètement en déprivation de sommeil dans ce truc-là, c'était sûr que je me tuais parce que bon, il y a quand même une partie où il fallait même escalader, quoi. Il fallait ranger les bâtons, escalader. La descente de ce truc-là était comme la montée, un vrai bordel, vraiment vraiment dur. Heureusement après la portion d'après était très très roulante. Et après par contre on arrivait sur une portion qui a l'air de rien, ça fait genre 15 kilomètres
Et c'est une montée, une descente, un petit peu tu descends sur un plateau, puis après tu ressors et tu redescends sur un lac. Et cette portion de 15 kilomètres, je crois que j'ai dû mettre 5h30 ou 6 heures pour la faire, quoi. Donc c'était le gros morceau, quoi. Je crois que c'est la portion où j'ai eu la durée la plus longue entre 2 ravitaux. Ouais, il m'a bien fallu 5h30 pour faire ce gros machin là. C'était costaud. Donc le tronçon suivant, Trient-Finaux, s'annonce plus favorable avant l'ascension du col de Fenestral où tu croises un bénévole en charge de renforcer le balisage qui est alors un peu défaillant. Ouais, c'est ça. En fait, je croise, voilà, je vois quelqu'un au loin qui est dans la montée. Je me dis: «Oh, bah, ça doit être un coureur et tout, vu qu'il avance pas vite». Et puis je le rattrape. Et ben non, en fait, c'était pas du tout un coureur. C'était un pauvre bénévole qui avait un sac rempli de petits drapeaux et puis qui souffrait le martyre pour monter là-haut. Et puis j'ai compris pourquoi il montait parce que effectivement, quand je suis arrivée au sommet, la plupart des drapeaux étaient soit envolés, soit couchés par terre. Donc c'était un petit peu difficile de s'orienter là-haut. Puis la descente était très technique. Enfin, en gros, c'est désescalader sur les fesses des blocs de rochers. Donc c'était sportif. Là, cette descente, je suis tombée d'ailleurs. Assez Heureusement que lourdement, ouais. ouais, heureusement que j'avais plusieurs doudounes dans mon sac, ça a amorti le choc. Mais ouais, bon, je faisais pas la maline, quoi. C'était pas la descente roulante. Donc tu continues ton petit bonhomme de chemin, tu arrives au ravitaillement de l'auberge de Salanf avec une petite pause saucisson et Nutella. Et là, donc tu as le col de Suzanne, c'est ça qui t'attend, alors que la nuit est à nouveau tombée. Et ça, c'est un passage qu'on peut dire que tu n'as pas du tout aimé pendant la course. Ouais, je crois que c'est la partie la plus technique de la course. Et elle arrive au kilomètre 270, je crois, quelque chose comme ça. Non, 250. Pardon, c'est au kilomètre 250 et c'est la partie la plus technique, quoi. Tu commences par des cordes, puis des cordes et une main courante, puis une corde, des mains courantes et puis des pierres qui glissent. Enfin, c'est une partie très 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 technique. Ouais, j'ai bien juré sur cette partie-là. Ça sert à rien, mais ça soulage. Tu poursuis malgré toute ta course et tu t'assoupis de façon inattendue au milieu du chemin. Et tu arrives ensuite à la base vie des Creusets, couverte de boue. Un passage qui sera de courte durée puisque à ce moment-là, tu apprends ton classement, donc 2e femme et 11e au scratch. Ton état physique qui continue de se dégrader de façon très logique avec une douleur liée à ta tendinite au genou de plus en plus critique. Comment est-ce que tu te sens physiquement à ce moment-là ? Physiquement, mis à part ce problème en descente, je me sens bien en montée. Je me sens aussi, voilà, la nuit, je savais que j'allais passer la nuit et que du coup, j'allais plus trop avoir de problèmes d'endormissement. Mais ouais, j'avoue qu'en descente et un peu aussi sur le plat, ça commence quand même à tirer beaucoup. Et c'est tout l'inverse de la première partie de course où j'étais à l'aise en descente et pas à l'aise en montée. Bah là, c'est tout l'inverse. Là, c'est dès qu'il y a une montée, je suis contente, et dès qu'il y a une descente, je serre les dents et j'espère que ça va passer, quoi. Tu maintiens sur les kilomètres suivants un rythme très soutenu, enfin autant qu'il puisse l'être en tout cas à ce moment-là d'une course aussi longue, poussé par la menace finalement hypothétique de remonter d'Émilie. Tu grimpes ensuite tant bien que mal une côte à plus de 60% au kilomètre 282 avant d'amorcer une descente de 12 km qui te fait particulièrement souffrir. Et tu vis alors un moment de stress puisque tu constates avec effroi qu'il n'y a pas de traces de balisage autour de toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, le classique, je suis en descente et je vois pas qu'il faut tourner à droite et je vais tout droit. Donc heureusement, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, je vois plus le petit drapeau, où est-ce qu'ils sont?» Donc j'ai fait demi-tour, parce que, ouais, je savais que je m'étais paumée, quoi. Et ce qui était rigolo, c'est que ça faisait 50 kilomètres que j'avais aucun jus, que j'arrivais pas trop à avancer vite. Et puis là, bizarrement, ça m'a fait un petit coup, une petite montée d'adrénaline. Et du coup, je suis repartie en arrière, mais en sprintant, quoi, pour jusqu'à l'endroit où je m'étais perdue. Donc voilà, un petit coup de chaud là, un petit coup d'adrénaline. Mais bon, j'étais contente de retrouver la trace. Mais bon, ça fait, ouais, quand tu sais que t'es potentiellement poursuivi par quelqu'un, ouais, t'as pas envie de perdre un quart d'heure comme ça bêtement. Ouais. Et donc après cette frayeur, tu arrives à l'avant-dernier ravito qui est à 17 km de l'arrivée. Donc c'est un ravito que tu fais en mode express de peur de te faire reprendre par la 3e concurrente. Et ensuite tu t'élances et tu vas faire une jolie rencontre. Tu vas partager tes pas avec un athlète de renom pendant quelques centaines de mètres ou kilomètres peut-être. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que ouais, je pensais vraiment que la 3e était juste derrière moi. Et je pensais vraiment qu'il fallait que je fasse le plus vite possible la fin, quoi, que j'avais pas une seule seconde à perdre. Donc voilà, j'étais en mode, je sais pas où j'ai trouvé les ressources, mais j'étais en mode machine, quoi.
Et du coup, dans la dernière montée, je me fais rattraper par Sanjay Sherpa, qui était, je crois qu'il était deuxième. Enfin, il se battait pour la deuxième place avec un Espagnol, puisque lui, il faisait le 160 kilomètres. Et ben curieusement, je me suis accrochée et je l'ai suivi pendant toute la montée, donc j'étais vraiment super contente. En plus, c'est quelqu'un de vraiment super sympa. Et puis, je voulais pas qu'il me vole les mars au ravito, donc je suis arrivée avant lui au ravito pour manger les derniers Toutes les mars. sources de motivation sont bonnes. Voilà, non, j'étais vraiment impressionnée par moi-même, parce que bon, lui aussi, il avait pas mal de kilomètres dans les jambes, quoi, mais réussir à suivre son rythme, ouais, c'est Tu pas peux mal. être Au fier, kilomètre effectivement. 300 d'une course, c'est pas mal, quoi. C'est correct. Bon, après, bien sûr, il m'a largué dans la descente, hein, parce que bon, faut pas exagérer quand même. Une fois le dernier ravito derrière toi, il te reste alors seulement 12 kilomètres. On approche au but et tu es sur le point de rallier l'arrivée. Comment est-ce que tu vis ces tout derniers instants de course? Alors, c'est assez bizarre, parce que d'un côté, t'as vraiment, vraiment envie d'arriver. Et d'un autre côté, t'es aussi déçu que ça soit déjà fini, quoi. Enfin, t'es un peu partagé. Est-ce que je suis content d'en finir? Est-ce que je suis déçu d'arrêter? C'est bon. Ouais, T'as envisagé de faire la course dans l'autre sens pour revenir? ouais, là, c'est ça, c'est ça. Non, 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 j'avoue que j'avais quand même envie d'arrêter de courir, mais surtout parce que là, je commençais vraiment à avoir très, très mal derrière le genou et puis la descente est quand même assez traître. Dans la tête, t'es plus en train de te dire pourvu que je me fasse pas une cheville, il reste pas beaucoup là, si je me Pas tords la maintenant. cheville, qu'est-ce qui va se passer? Pas maintenant, voilà, t'es là, pas maintenant, surtout pas maintenant, quoi. Tu franchis la ligne d'arrivée après 314 km de course, 22 500 mètres de D+, et plus de 86 heures d'effort, à une fabuleuse 11e place au scratch et 2e place féminine. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Beaucoup de fierté, du soulagement? Est-ce que la fatigue physique, elle prend le dessus, elle t'empêche de savourer pleinement cette performance incroyable? Ouais, bah, beaucoup de fierté, ouais, soulagement aussi. Alors la fatigue physique, non, parce qu'en fait, t'arrives, t'es tellement excité, t'es tellement heureux, tu les bénévoles qui sont là, que en fait, t'es pas fatigué. Enfin, moi, ça faisait, bah, mine de rien, j'ai fait la course en 86 heures et j'avais dormi que 4 heures, donc normalement, j'aurais dû être complètement explosée, mais non. En fait, l'adrénaline te maintient éveillé. En fait, j'ai pas été dormir tout de suite, quoi. J'ai passé ma journée à applaudir les gens qui arrivaient, à discuter avec les autres personnes, les bénévoles, les autres finishers. Et finalement, j'ai vraiment eu le gros coup de barre, dizaine d'heures plus tard, quoi. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer? Le sommeil, je pense. C'est encore un point auquel il faut que je m'améliorer, enfin, où qu'il faut que j'améliore. Je pense que j'aurais effectivement dû dormir plus tôt, et pas faire 4 heures d'un coup, mais 2 heures et 2 heures peut-être. Donc ça, c'est assez difficile parce que quand tu commences à t'endormir, enfin c'est durant la nuit le problème. La journée, tu pas envie de t'endormir, t'as pas d'endormissement, mais la nuit, surtout vers la période traite, vers 2 heures, 3 heures du mat, là, moi j'ai toujours en tout cas un coup de barre là, et ça peut être difficile quand t'es dans des parties un peu dangereuses, un peu techniques, quoi. Et le problème aussi de cette course, c'est que t'es quand même assez souvent seul. Donc ouais, gérer les nuits et l'endormissement, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on récupère d'une telle course? Combien de temps il faut pour retrouver un état physique à peu près normal quand on a 314 km et 22 000 mètres de D+, dans les pattes? Il faut combien de temps pour que le corps Ah! récupère de tout Ouais. ça? Bah, étonnamment, j'ai récupéré assez facilement. Je crois qu'au bout de 2-3 jours, enfin, le plus dur, c'est à récupérer, en fait, c'est la privation de sommeil. Et après, musculairement, au bout d'une semaine, je me remettais à courir. Je crois que 2-3 semaines après, je refaisais un 100 miles et un mois plus tard, j'avais la finale des backyards. Donc, oui, Pas beaucoup de je répit. dis ouais, pas beaucoup de répit. Je dis pas non plus que j'étais à 100 de mon potentiel sur ces courses-là, mais finalement tu récupères assez vite, enfin, en tout cas, moi, j'ai récupéré assez vite. Mais le plus dur à récupérer, c'est quand même le sommeil, hein. Tu es quand même assez fatigué, toute la semaine d'après, tu somnoles un peu quand même, hein. C'est ton patron qui ne nous écoute pas, qui devait être content de te récupérer dans cet état au travail. Ah, mon patron, oui, oui, il n'en savait rien, non, je l'avais prévenu quand même. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette Swiss Peaks? Hem il y a tellement d'images, enfin, c'est vraiment tout est tellement magnifique. Peut-être là, ce qui fait vraiment le plus plaisir, c'est de voir le lac, quand tu vois le lac Léman, tu sais que la fin est là, et puis c'est magnifique, hein, c'est c'est super. Mais Plein les ouais, yeux. non, ouais, non, non, c'est vraiment une course, enfin, tu as 315 kilomètres où c'est juste le waouh, quoi, c'est un truc de ouf. Est-ce que cette course, elle t'a appris des choses sur toi, Claire?
Oui, oui, elle m'a appris que j'étais vraiment faite pour le très très long en fait. Je pensais pas parce que voilà, j'avais quelques ambitions, mais je pensais pas que ça se passerait aussi bien en fait, parce que j'ai eu aucun coup de moins bien. Enfin bon, j'avais un peu mal derrière, j'avais un peu mal partout forcément quand tu fais une course de 315 kilomètres, mais il y a eu aucun moment où j'ai pas pris du plaisir quoi. Et c'est ça le plus important sur une course, et a fortiori quand tu fais des courses très très longues aussi. À un moment, si tu bascules dans la souffrance, ça va pas. Et là, en fait, sur toute la course, bah oui, c'était dur, mais j'étais quand même heureuse d'être là. Donc voilà, ça m'a donné envie d'en faire d'autres, en fait, de continuer sur ce type de course, en espérant que voilà que tout se passe bien aussi, comme là ça a pu finalement très très bien se passer. Mais voilà, ça m'a donné envie, ouais, de refaire des courses du même genre, très longues avec beaucoup de D+, enfin qui sont en fait plus de l'aventure qu'une vraie course. Merci beaucoup Claire de nous avoir fait vibrer à tes côtés le temps de cette incroyable aventure de plus de 300 km. On va un peu parler d'avenir maintenant et de tes futurs projets. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans ton agenda 2021 ? Est-ce qu'il s'annonce très chargé ? Et quand bien même la période est encore malheureusement toujours très incertaine, tu as des belles échéances et des beaux rendez-vous qui sont en théorie en tout cas dans ton calendrier ? Oui, bah sur le papier, c'est très chargé, avec plusieurs, enfin 2 voire 3 courses par mois. Bon, rien n'est sûr. Bon, j'ai quelques ultras, enfin 280 kilomètres au Portugal au mois de juillet. J'aimerais aussi me lancer sur un 6 jours pour voir un peu ce que c'est aussi, les courses horaires, parce que j'ai déjà fait des 24 heures, mais là me lancer sur un 6 jours, ça serait autre chose. Voilà, j'ai l'UTMB, j'ai le Thor, voilà, j'aimerais bien faire le Thor aussi, refaire la 360. Bon, voilà, le problème de cette année, c'est que Beau tout est avec planning. un gros voilà, c'est un beau planning et tout avec un gros point d'exclamation. Donc on verra ce qui peut ou pas avoir lieu, et on a des plans B, on a pas mal d'autres idées, Des sans off. dossard, voilà, si jamais. Et peut-être un truc de fou au mois d'août avec un extraterrestre. On va voir si ça peut avoir lieu, mais ça serait un truc de fou, ça. Sacré teasing. À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore accompli ? Ah, La course de tes j'y rêves pense ou le challenge de tes rêves ? Voilà, j'y pensais pas au début, mais j'ai discuté avec un des meilleurs, ultra fondeurs, enfin avec quelqu'un que j'admire énormément et qui m'a convaincue. J'aimerais bien faire la Barclay un jour, voilà. Super. Sacré projet ça. Ouais, peut-être être la première femme Avec Courtenay ? voilà, j'aimerais voilà, exactement, être la première française à y aller, et peut-être plus si affinité, mais bon, j'y crois moyen quand même, On mais bon sera de voilà, fidèles soutiens, si c'est voilà. le cas. Claire, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais le motto de la fin, la phrase qui te guide et t'inspire et te motive dans la vie. Est-ce que tu auras un motto à partager avec nous ? Oui, bah, plus c'est long, plus c'est bon. Non, On en a eu la preuve indépendamment. aujourd'hui, mais Voilà, c'est ça. Non, indépendamment de ça, voilà, donc plus c'est long, plus c'est bon. C'est pas juste une ode à la borne. C'est aussi qu'il faut aussi penser à long terme, et que comment dire, il faut pas non plus céder à la facilité et toujours prévoir à long terme, et ne pas avoir peur de faire des choses difficiles, puisqu'au final on est toujours récompensé, d'essayer de dépasser ses limites. Ça, c'est toujours une récompense, même si on n'arrive pas à le faire, on aura au moins essayé. et appris des Voilà. choses. Exactement, voilà. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Claire de nous avoir fait vivre avec toi cette SwissPix à la fois magnifique mais d'une grande difficulté et d'une exigence folle. Merci de l'avoir partagé avec autant d'enthousiasme et de plaisir. Ça nous donnerait presque envie d'y participer. Non, quand même pas. Ah, il Non, faut pas plus. rien que pour la raclette, faut y aller. Le 314, ce sera sans moi. Mais en tout cas, s'il y a des auditeurs qui ont envie d'y aller, visiblement, ça vaut très très largement le détour. Bravo encore à toi Claire pour ta remarquable performance que je sais annonciatrice de nombreux autres dans les mois et années à venir. Et merci encore pour nos échanges, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures, mais également beaucoup de réussite pour tous tes futurs défis et sois sûr que nous les suivrons attentivement Claire. Je te dis à très bientôt. Merci, à très bientôt aussi. Salut Claire. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.